allô Dieu, je peux éviter de faire cette vidéo s'il vous plaît? S'il vous plaît, je ne veux pas faire cette vidéo. Merci, merci. Non, c'était une blague. Mon âme a totalement choisi de vivre tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marion et aujourd'hui on va parler de mon histoire concernant mon réveil. Il y a 3 ans, on m'aurait dit que je serais praticienne Reiki, à travailler dans l'énergétique et à aider les autres. Je pense que j'aurais bien rigolé parce qu'il y a 3 ans, on était en janvier 2020 et en janvier 2020, je déménageais à Houston et je commençais ce qui allait être une courte carrière en tant que diplomate. Pour préparer cette vidéo, j'ai pris des notes dans mon beau livre puisque vous allez vous en rendre compte, il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont amenée à être praticienne Reiki. Mes intentions pour cette vidéo, c'est absolument pas que vous vous compariez à moi ou que vous, à la fin de cette vidéo, vous soyez en mode son éveil a été très rapide, elle a eu toutes ses capacités d'un coup, ça a l'air magnifique, ça a l'air fantastique, je veux être pareil. C'est pas du tout ça mon intention parce que qui dit réveil et capacité qui arrivent très rapidement, vous voyez le bon côté des choses, mais il y a eu énormément d'événements, ou je dirais de galères en fait, si le mental doit mettre un mot dessus. C'est pas du tout pour que vous vous compariez à moi, ça c'est un petit peu le disclaimer avant que je rentre dans tous les détails. C'est justement pour que vous vous rendiez compte déjà que tout un chacun évolue. Ça c'est la première raison. Et ensuite, vous allez voir, il y a des événements assez traumatisants qui se sont passés dans ma vie ces 3 dernières années. Ces événements m'ont forgé, d'accord? Et vous allez vous rendre compte que un événement découlait d'un autre, etc. Et quand tout ça a commencé, je ne savais pas en fait où est-ce qu'allait être mon point d'arrivée. Et je ne sais toujours pas encore, et je pense que personne... Enfin, si, je le sais, je le vois, après, je sais que c'est pas non plus la finalité, ce que je vois. Et donc je profite vraiment de chaque étape. Et c'est en ça qu'il faut profiter vraiment du moment présent et de tout ce que la vie peut nous amener. Ne vous comparez pas à mon histoire, à mon évolution, on est tous différents, on évolue tous à notre rythme. Et là le but c'est que vous vous rendiez compte qu'en étant à l'écoute de chaque signal, j'ai pu évoluer de cette manière. Certaines personnes évoluent de manière différente. Il y en a qui évoluent vraiment tout au long de leur vie parce qu'elles ont baigné dans l'énergétique. Moi, c'était pas ça. Et je vais vous raconter mon histoire. Quand j'ai pris mes notes, je me suis posé la question de à quel degré je rentre dans les détails. Et en fait, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je rentre dans certains détails. Alors c'est pour ça que c'est pas facile à tourner parce qu'il y a des détails qui sont très privés, mais il faut que je rentre quand même dans un certain degré de détail et de ma vie personnelle pour que vous compreniez ce par quoi je suis passée. Autre petit disclaimer, à un moment donné je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu. J'ai aussi hésité en fait à inclure ce moment-là parce que la pire vibration, enfin la vibration la plus basse, c'est la peur et je ne veux pas qu'en regardant cette vidéo vous ayez peur. Soyez vraiment connectés à votre cœur. Regardez cette vidéo avec énormément d'amour et offrez-vous aussi énormément d'amour. Et on reviendra sur cet événement, mais je voulais vous l'annoncer avant parce que c'est ça en fait qui a été un tournant dans ma vie. Ça a littéralement changé ma vie et du coup je ne peux pas l'omettre de mon histoire. Ok? Ok, commençons par le début. On va essayer de mettre une chronologie dans les événements, sinon je pourrais vous parler de mes 27 ans de vie, c'est pas le but. Cette vidéo s'appelle De diplomate au Reiki, pourquoi? J'ai fait des études, j'ai fait une licence en études anglophones à Toulouse
Et pourquoi à Toulouse? J'aurais pu la faire à Perpignan, parce que je suis de Perpignan. Mais je voulais vraiment sortir de chez moi, je voulais vraiment prendre mon indépendance. Je voulais voir autre chose, tout simplement. Et aussi parce que dès l'âge de 13 ans, donc en 5e, je savais que je vivrais à l'étranger. Je savais que je vivrais à l'étranger. Je pensais pas que j'allais vivre aussi loin. Quand je m'imaginais en 5e, c'était plutôt à Barcelone et faire mes études à Barcelone par exemple. Mais je ne m'imaginais pas vivre ce que j'ai vécu par la suite. Et franchement, on m'aurait dit que je serais un jour diplomate. Enfin, pourquoi, tu vois, genre, je suis la première à faire des études dans ma famille, pourquoi moi, j'ai pas les capacités d'y arriver, etc. Beaucoup de développement dans ce process également. Donc j'ai fait mes 2 ans d'études à Toulouse. En 3e année, je suis partie au Montana et j'ai choisi la fac de Toulouse pour justement partir à l'étranger parce que, comme je vous l'ai dit, mon rêve, enfin en tout cas je voulais vivre à l'étranger, je ne vivais que pour ça, je n'avais que ça en tête, c'était de vivre à l'étranger, de voyager et de ne pas rester en France. Vraiment, j'étais partie pour ne pas rester en France. Et depuis mes 13 ans, mes parents m'entendaient dire je vivrai le plus loin possible de la maison. Il y a des périodes où vous n'allez pas me voir et je leur dis des trucs comme ça. Donc en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie aussi, je pense, de notre famille, du côté de ma mère. Il y a un petit peu ce côté aventurier, faut aller à l'autre bout du monde. Et ça permet en fait de mieux se découvrir. Donc en 3e année de licence, je suis partie étudier à l'université du Montana, à Missoula. Énorme expérience, très formatrice, et j'ai réalisé pendant cette année d'études que j'aimerais plus tard travailler dans les relations internationales. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ayant étudié à l'université du Montana, j'ai moi-même entrepris des démarches pour vivre à l'étranger et je me suis rendu compte que le service des relations internationales de Toulouse m'avait absolument pas du tout aidée et j'avais tout fait toute seule et je m'étais dit moi plus tard je veux aider les étudiants à partir à l'étranger et à ne pas qu'ils se retrouvent à faire tout de A à Z comme j'ai pu le faire moi. C'est très chronophage, en plus des études il y avait tout un process, vous savez, pour vivre aux États-Unis c'est long, il y a énormément de papiers, j'avais un visa, si je me rappelle bien c'était le visa J, si je dis pas de bêtises, pour les étudiants. Et donc je suis rentrée en France à la suite de cette année-là. Au début, je voulais pas rentrer en France, en fait, je voulais rester aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, j'avais un copain, enfin, du coup un ex qui était américain et je voulais rester là-bas. Et légalement, je me suis retrouvée dans une situation où, pour des problèmes de visa, je n'ai pas pu rester. Donc en fait, je me suis retrouvée en France. Et c'est là que c'est intéressant, vous allez voir pour ce qui est à venir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Autant aux États-Unis avec une licence, on peut travailler, on peut trouver des jobs. Mais en France, avec une licence, je vais me retrouver à être caissière. Enfin, j'ai rien du tout contre les caissières, mais du coup, c'était pas quelque chose qui m'animait de faire. Donc, je me suis renseignée pour faire un master en relations internationales. Et là, pareil, j'ai choisi un master en relations internationales pour partir à l'étranger et pour toujours être dans ce move de le but à terme c'est que je vive tout le temps à l'étranger. Je rigole parce que vous allez comprendre. Donc j'ai choisi d'étudier à Albi. J'ai fait mon master à Albi en relations internationales et pourquoi j'ai choisi ce master en numéro 1? C'est parce que c'était un master professionnel. Et qui dit professionnel dit qu'il y avait des stages, dont un stage obligatoire à l'étranger. Donc j'ai fait ce stage à l'étranger de janvier 2019 à juillet 2019 au Kazakhstan. Et ça a été mon premier pied dans le monde diplomatique parce que je l'ai fait dans un établissement franco-kazakhstanais. Le tuteur de stage était également diplomate et co-directeur de cet institut à Almaty. Je suis rentrée en juillet 2019. En septembre, j'ai soutenu ma thèse de mémoire, je sais plus comment on dit, et en septembre, j'ai été officiellement diplômée d'un master en relations internationales.
Quand j'étais au Kazakhstan et que je voyais, alors certes, mon tuteur de stage qui était très occupé, mais en fait, il était tellement occupé qu'il m'a délégué toutes ses missions de représentation dès qu'il pouvait pas y être. Et ça a été une expérience fantastique pour ma confiance et également pour ma prise de parole. J'ai été amenée à faire des discours de dernière minute devant les étudiants kazakhs parce que je représentais l'institut, parce que tous les deux on était un petit peu les seuls français de l'institut à ce moment-là. Donc expérience très enrichissante et qui m'a vraiment donné envie de commencer cette carrière un petit peu diplomatique. Et comment j'ai pu le faire si rapidement? C'est parce que j'ai réalisé un VIA, j'ai postulé un VIA. Donc VIA, c'est un volontariat international en administration. Il faut comprendre administration publique, donc c'est le VIE, mais pour les administrations publiques françaises à l'étranger, si vous connaissez. Et c'est ce qui permet aux jeunes diplômés, il y a une limite d'âge dont je ne me rappelle plus, je crois que c'est 28 ans, 27, peut-être même 26, honnêtement je sais plus du tout, c'est une opportunité qui permet aux jeunes diplômés de travailler pour le ministère des Affaires étrangères dans une institution publique à l'étranger. Donc ça peut être ambassade, consulat, ça pouvait être dans des alliances françaises également. Ouais, je me rappelle plus trop, honnêtement, j'ai l'impression, enfin quand je vous en parle, j'ai l'impression que c'était une autre vie, c'est un peu ça. Et je me rappelle quand j'en parlais, ça aussi c'est important de le mentionner, quand j'en parlais à mes camarades de promo que j'avais commencé à candidater à des VIA, en fait, il n'y en a aucun qui allait le faire. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils me disaient qu'eux ne se sentaient pas prêts à directement se mettre dans un VIA. Et c'est vrai que souvent, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est que ceux qui font des VIA ont déjà eu une expérience professionnelle suite à leur master, tandis que moi, non. Je m'étais dit non, c'est ça que je veux faire, je suis très motivée et je veux travailler directement dans ça. Je veux pas faire un an dans un service de RI, dans une fac et ensuite postuler. C'était vraiment pas... En fait, j'étais tellement motivée et c'était tellement logique pour moi que je fasse en fait un VIA. Pour moi, il n'y avait aucune hésitation possible. Pour moi, c'était sûr que j'allais avoir un VIA. Je vibrais VIA. Je vibrais cette expérience en fait, et donc sûrement via la loi de l'attraction, je l'ai décroché assez rapidement puisqu'en octobre 2019, je passe un premier entretien à Paris qui s'est très bien passé, et de là on a découlé un deuxième entretien à distance pour du coup l'ambassade de France aux États-Unis, l'antenne à Houston et plus spécifiquement au service culturel. J'étais pas du tout partie pour vivre aux États-Unis. Je suis rentrée du Kazakhstan en juillet 2019 et déjà de rentrer en France, ça m'a fait un choc de culture, un choc. J'ai vraiment eu du mal à me remettre dans cette vie occidentale. Je pourrais vous en parler une autre fois de cette vie au Kazakhstan, mais ça a été très enrichissant. Et je voulais vraiment me sortir de ma zone de confort, et du coup quand je suis re-rentrée en France, en plus je préparais une compétition à Londres de fitness, enfin j'avais 1000 projets en même temps comme toujours, mais j'étais pas du tout partie pour revivre aux États-Unis. J'avais postulé, pour vous donner une idée, j'avais postulé au Nigeria, j'avais postulé en Indonésie, de mémoire j'avais postulé aux Philippines, et à Houston. Et à Houston, en plus, pour les annonces aux États-Unis, ils les laissent que 3 jours, je m'en souviens. Et j'ai postulé genre à 23h45 le dernier jour, et il s'avère que la vie a fait que mon chemin devait un petit peu continuer aux États-Unis, et vous allez comprendre quelle tournure ça a pris. Je pars à Houston en janvier 2020. Je rigole parce que tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020. Honnêtement, Houston, je le sentais pas. Enfin, je le sentais pas. Je suis quand même partie, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai ce genre de ressenti, quand ça vibre pas fort, j'y serais sûrement pas allée, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'époque, je m'étais dit, c'est le VIA,
c'est mon premier pied dans le monde diplomatique, je vais être attachée culturelle adjointe, j'aurai des missions de fou, un salaire de fou, alors que j'avais 22 ans. Non, j'avais 23. Attends, j'avais quel âge? Quand j'ai postulé, j'avais 22 ans, et le temps que je parte, j'avais 23 ans. Et si je dis pas de bêtises, sur les 90 agents du service culturel, enfin des services culturels de l'ambassade de France dans tous les États-Unis, je crois que j'étais la plus jeune, outre les stagiaires. Ouais, j'avais 23 ans. Pour moi, c'est vraiment une autre vie. J'ai l'impression qu'il y a eu la vie d'avant et la vie d'après, celle que je vis actuellement. Donc en janvier 2020, je déménage à Houston avec mes affaires. Parce qu'on a le droit à... Enfin, moi, je parle de mon cas parce que j'étais vue comme célibataire et sans enfant. On a le droit à 150 kilos de déménagement. Ce qui est énorme en fait, mais c'est très très bien parce que pour avoir vécu à l'étranger en partant qu'avec une valise et que sur place on doit tout racheter, c'est bien pratique d'avoir ces malles qui nous attendent à l'arrivée. Donc mes malles sont parties 2 semaines avant moi, je les ai retrouvées sur place. Et là en fait commencer cette vie de jeune diplomate, je sais pas si on pourrait dire comme ça parce qu'il y en a qui vont me dire c'était un VIA, t'as pas passé les concours du ministère des Affaires étrangères, certes, mais le but à la fin du VIA, et c'est pour ça aussi qu'ils prennent ce type de profil, c'est de passer les concours en fait. C'est de permettre à des jeunes diplômés d'avoir une première expérience dans une ambassade, un consulat, et de donner envie à ces jeunes de passer les concours et d'être diplomate fonctionnaire. Moi j'étais plutôt comme diplomate CDD, on va dire ça comme ça. Même si officiellement je ne devrais pas dire que je travaillais, j'avais des missions, j'avais un passeport de service, je n'avais pas de salaire, j'avais... Je sais plus, mais en gros il y a des termes légalement, on peut pas le dire pour des VIA alors que c'est un travail. Concrètement c'est un travail, j'ai pas fait du volontariat. Donc janvier 2020, je déménage à Houston. Et en mars, la pluie, le coco, on va l'appeler le coco, comme ça je vais pas... Voilà, on va dire le coco. Vu que sur YouTube il y a de la censure aussi, on va dire le coco, c'est très bien. Donc, mi-janvier 2020, je déménage à Houston. Qui dit déménagement à l'étranger dit qu'il faut tout racheter. En meubles, je parle, donc j'étais à peine installée, franchement je suis arrivée, je sais plus la date, j'ai commencé mon VIA le lendemain. J'avais même pas d'appartement, je restais à l'hôtel, c'était la débrouille en fait. Et en mars 2020, du jour au lendemain, on nous dit qu'on ne peut plus être au consulat. Donc je travaillais pour l'ambassade, mais nos bureaux étaient au consulat de Houston. On ne peut plus travailler au consulat, on doit travailler de chez nous. Ça s'est fait à peu près en même temps qu'en France. Je crois que c'était la même semaine vraiment parce que vu qu'on travaillait pour la France, on avait du coup les infos descendaient de l'ambassadeur et ça descendait ensuite de tous les canaux de la hiérarchie. Donc c'était à la même période, je crois que les Américains, eux, ça a été quelques jours après, mais vraiment... La même période en fait, on s'est tous mis en télétravail. J'ai passé 6 mois en télétravail. Le Texas, parce que j'étais au Texas, n'a pas vraiment été confiné. Il y avait des endroits clés qui étaient fermés pendant 3 mois, mais ça n'a pas vraiment été confiné. Enfin, rien à voir avec la France, franchement, quand on voyait ça de l'étranger, on se disait, mais ils sont tarés. J'ai passé 6 mois en télétravail. Ça aussi, c'est important de le mentionner parce que pendant 6 mois, j'étais seule. Vous étiez seule en France, moi j'étais toute seule à l'étranger. Quand je vais parler à ma famille, bien sûr, j'avais 7 heures de décalage horaire. Je travaillais chez moi toute seule, pour vous dire, j'avais même pas encore de... Je crois que j'ai même pas de meubles style... J'avais un lit, mais j'avais pas de table, j'avais rien du tout. Donc je me suis retrouvée seule, toute seule pendant 6 mois, parce que je vivais seule. Donc j'ai passé 6 mois de solitude et bizarrement, ça ne m'a pas dérangée sur le coup.
Après on a repris, je crois que j'ai recommencé à aller au consulat en septembre, à hauteur de 1 jour par semaine, mais en tout j'y suis restée 1 an et demi à Houston, et dites-vous bien que la vie diplomatique comme elle se vit, je l'ai vécue 1 mois et demi où j'ai fait des missions, c'était super sympa, tous les jours j'allais au consulat, mais après le reste c'était un petit peu la découverte, hein, vraiment. On découvrait les formats hybrides, les visios, les conférences, les événements virtuels, etc. C'était incroyable en fait de me dire que j'ai vécu là-bas à cette période. Je suis obligée de le faire chronologiquement parce que vous allez comprendre. En octobre 2020, je réagis suite à une piqûre de fourmi de feu. Ça peut paraître anodin, mais en fait j'ai fait une réaction allergique et j'ai développé un staphylocoque. Je vous le dis ça comme ça parce que ça a sûrement son importance. Là où ma vie a changé, c'est le 26 décembre 2020, donc le lendemain de Noël, où pour la première fois je pars aux urgences. Pourquoi je pars aux urgences? Parce que je n'arrive plus à respirer, d'accord? J'ai commencé à avoir des soucis de santé à partir du 26 décembre 2020, outre le staphylocoque qui a empiré et que j'ai dû me faire soigner en France pendant mes petites vacances. Parce qu'on m'avait pas du tout traité avec les antibiotiques qu'il fallait, parce que c'était une catastrophe. Franchement, j'ai gardé une cicatrice pendant 2 ans, et grâce au Reiki, je n'ai plus de cicatrice, donc ce staphylocoque, je ne l'ai plus. Mais faites attention, si vous êtes au Texas ou autre endroit humide, les fourmis de feu ça existe, moi je ne savais pas. Ok. Pourquoi je vais aux urgences? Je n'arrive plus à respirer. J'ai l'impression qu'il y a un camion qui me passe sur la poitrine. Franchement, c'est vraiment que ça me l'a pas fait depuis cette période-là, donc je ne saurais pas vous le décrire autrement. Je n'arrive plus à respirer, j'ai cette compression sur la poitrine constante et je me dis je vais mourir, je vais y passer. Donc j'appelle les urgences, on vient me chercher et je pense être dans un état second. Et je me rappelle, je suis dans l'ambulance. Dans l'ambulance, qui pour moi est plus un taxi, à aucun moment on m'a donné de l'air. Enfin, je sais pas, franchement, si vous avez eu des expériences dans une ambulance aux États-Unis, dites-moi comment c'était, parce que payer 7 000 $ pour un taxi à l'hôpital, bof quoi. Donc, je pars aux urgences, je n'arrive pas à respirer, et dans l'ambulance, je regarde je regarde l'ambulancier et je lui dis je vais mourir quoi. Et ce qui se passe, c'est que certes j'étais pas praticienne Reiki, j'ai jamais fait de soins énergétiques à ce moment-là, mais j'avais conscience du tout qui est en nous en fait, qui est autour de nous. J'avais conscience du divin et du coup je parle pas à voix haute, mais en gros j'aimais les vibrations de merci Dieu pour toutes ces expériences, je m'en vais contente et remplie de joie. Je n'ai aucun regret durant la période de ma vie, tout ce que j'ai vécu jusqu'à mes 23 ans, je n'ai aucun regret. Et ça c'est super important en fait, parce qu'il faut vraiment vivre sans regretter. Et quand je vous dis que quand vous êtes à l'article de la mort, c'est une question en fait que vous allez vous poser. Qu'est-ce que j'ai comme regret? Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aimerais faire, etc. Et après coup, j'ai réalisé que j'étais trop contente, que j'avais aucun regret. Donc je n'avais aucun regret. Et j'ai également transmis les messages de dites à mes parents que je les aime, à mon copain de l'époque, c'était mon fiancé, que je les aime et que je parte mais sans souffrir. Et moi ce qui était en train de se passer, c'est que j'étais en train de souffrir. Je ne meurs pas puisque je suis ici. Alors autrement, il y a aussi des passages où peut-être que mes collègues, mes amis vont se souvenir mieux que moi. Je pense qu'il y a des moments que mon cerveau a supprimés pour ma survie. Donc il y a
Des fois il y a des trous, je sais pas en fait ce qui s'est passé. Je sais pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais aux urgences. Je rentre dans le même état que quand je suis allée à l'hôpital. C'est-à-dire pas bien, toujours je manque d'air. Alors certes ça allait un petit peu mieux après l'hôpital, ils ont dû me donner un truc, mais je me rappelle plus quoi. Je sais que j'ai fait des IRM, des scanners, ils trouvaient rien, et vu que c'était pendant la période du coco, on me disait que j'avais un Covid long, parce que j'avais eu le Covid il y a plusieurs mois en arrière, on me disait que j'avais le Covid long. Et moi j'y croyais sans les croire, je savais pas trop, franchement. Franchement je sais pas. En janvier 2021, d'ailleurs je crois que c'est le 1er janvier 2021, je repars aux urgences pour le même problème amplifié. Et ce qui m'a aidée, c'est que j'avais déjà vécu une fois ce sentiment de partir. Et là je me dis, maintenant je me sens entourée parce que à ce moment-là du coup mes collègues qui sont aussi mes amis ont pris soin de moi vraiment. Et m'ont aussi appris ont été, comment dire, un exemple d'amour inconditionnel et franchement je les remercierai à tout jamais parce que quand vous êtes tout seul à l'étranger et que vous avez des problèmes de santé, vous êtes bien content quand vous êtes entouré, vraiment. Aux urgences on me donne de la morphine. C'est un peu bizarre comme effet parce qu'en fait ça vous fait du bien parce que j'avais mal à la poitrine et en même temps après quand l'effet est fini vous vous sentez comme de la merde en fait et ça recommence. Le lendemain, donc ça c'était un rendez-vous qui était déjà prévu de ce que je me souviens, mais vu que c'était le coco, c'était en visio, donc j'ai vu un pneumologue en visio et de là j'ai pu avoir une ventoline car il a décrété que j'avais sûrement de l'asthme. Merci, mais du coup pas merci parce que du coup j'ai eu aucune consultation de ce pneumologue, mais merci car j'ai eu une ventoline et effectivement j'avais développé de l'asthme. Je suis rentrée en France en avril 2021. Définitivement, j'ai d'un commun accord avec l'ambassade, on a coupé mon contrat parce que je ne pouvais plus continuer comme ça. Pour vous donner une idée, pendant de décembre à avril, j'étais alitée. Je ne pouvais même pas me lever et me coiffer. Pour me déplacer, j'étais en fauteuil roulant. Je ne pouvais pas marcher. En fait, ce que je sentais, et il y a un docteur qui avait émis l'hypothèse que peut-être que j'avais le syndrome de POTS. Le syndrome de POTS, c'est le syndrome de tachycardie posturale. C'est un syndrome multifactoriel défini par une augmentation de la fréquence cardiaque supérieure à 30 BPM dans les 10 premières minutes après la mise en station debout ou sur un tilt test et l'absence d'hypotension orthostatique. Quand je me levais, c'est-à-dire je me mettais assise, mon cœur battait à 150. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Donc déjà je prenais peut-être 10 minutes pour me passer de la position couchée à assise. Et mon cœur battait tellement fort, j'ai l'impression qu'il allait me transpercer la poitrine et juste sortir. Donc je ne pouvais pas prendre de douche debout, j'étais assise et c'était super dur franchement, rien que de se doucher assise. J'arrivais pas à me coiffer debout, dès que je me levais j'avais l'impression que j'allais m'évanouir par terre. Je pouvais absolument rien faire, dites-vous que pendant 4 mois j'ai été un légume. J'étais un légume, je ne pouvais plus rien faire. J'ai essayé d'organiser comme j'ai pu les événements qui étaient prévus et que je devais faire, mais du coup coucher. Je pense qu'il y a eu un tout. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois à ce stade-là de légume. En tout cas, il y a plusieurs événements qui ont sûrement fait que je me suis retrouvée dans cette posture. La première, c'est que moi je suis de Perpignan, l'air est sec et sain. Et je me suis retrouvée au Texas, à Houston, qui est la 4e plus grosse ville des États-Unis. L'air est humide à 85% minimum, il fait chaud à l'année. Et avec la pollution, avec les raffineries de pétrole, l'air en gros est dégueulasse. Et j'ai développé un asthme sévère.
Je ne savais pas qu'on pouvait développer de l'asthme en étant adulte. L'environnement n'était pas sain pour moi. Deuxièmement, quand j'ai été aux urgences la première fois, c'était une période très très chargée. Je pensais que j'allais pouvoir rentrer en France pour les vacances de Noël, mais j'ai fait que travailler. Je travaillais tout le temps, je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, je travaillais le jour de Noël, tout le temps. Enfin, déjà la vie diplomatique c'est une vie qui est rythmée à 1000 à l'heure, mais là en plus quand vous remplacez quelqu'un d'autre, ça l'est encore plus. Donc il y a aussi eu une surcharge et mon corps, je pense, était fatigué. Et j'ai pas vu les signes avant-coureurs arriver, vu que je me disais que c'était plutôt confortable de travailler à la maison, j'avais plus à marcher 8 km par jour pour aller au consulat. Donc ça a été un petit peu multifactoriel. Et c'est hyper intéressant parce que sans ces événements traumatisants, jamais j'en serais là. Jamais j'aurais réalisé à quel point la santé était importante, à quel point écouter son corps était important. C'est dur aussi de se remémorer tout ça. Donc en avril 2021, je rentre définitivement en France en mode de légumes, mais ça va rapidement mieux. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus dans un environnement qui est inflammatoire pour mon corps. Je respire mieux, les douleurs s'en vont. J'arrive à rester debout et petit à petit je remarche 50 mètres, 100 mètres. J'ai toujours ces vertiges. Par contre, ce qui ne s'améliore pas, c'est mon ventre en fait, puisque après tous les médicaments que les docteurs m'ont donnés en pensant que c'était X, Y, maladie, je ne sais quoi, en fait ça a déglingué mon système digestif au point que je devais manger par jour peut-être 400 calories. Donc quand je vous dis que j'étais un légume, c'est vraiment de A à Z. Je me sentais pas avoir 23 ans. Mon corps a changé, j'avais l'impression que j'avais 70 ans. J'ai perdu tous mes muscles, j'étais flasque, je ne mangeais rien parce que ça me faisait mal et du coup je n'avais pas d'énergie pour aller mieux. Là où ma vie a changé, et c'est là où je voulais vous mettre en garde, de ne pas rentrer dans la peur, c'est lorsque je suis allée à l'hôpital pour une gastroscopie en juin 2021. En juin 2021, début juin 2021, c'est une période qui a changé ma vie de par l'événement que je vais vous raconter, mais aussi parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'avais l'impression aussi que depuis mon retour en France, il y avait des choses qui se passaient, qui étaient en train de changer, comme si l'univers était en train de tout remettre à zéro pour moi. Mais je ne savais pas quoi, et en fait je m'en occupais même pas parce que quand vous êtes à un tel stade de légumes, de légumineuse, vous vous concentrez uniquement sur vous, et ça c'est un instinct de survie en fait. Tout ce qui se passe à l'extérieur, vous le voyez pas parce que vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas l'énergie et vous vous concentrez sur vous, sur votre établissement. Je vais faire ma gastroscopie. J'avais pas d'appréhension par rapport à l'anesthésie parce que je m'étais déjà fait opérer des dents de sagesse quand j'étais plus jeune. Et là, on m'avait dit que c'était une anesthésie de 7 minutes, donc c'est rien du tout. Cependant, ma vie a changé ce jour-là, complètement. Et si je suis là pour faire une vidéo, c'est aussi parce qu'il s'est passé ça ce jour-là. Donc ne rentrez pas dans la peur et soyez ouverts. Ayez le cœur ouvert, soyez dans l'amour. Je ne me suis pas réveillée ce jour-là. Je ne me suis pas réveillée. En tout cas, pas moi. Je vous explique. J'ai été possédée. On peut le dire comme ça. Je voulais pas mettre de mots lourds, mais en fait, je trouve pas d'autres mots. Et en même temps, si je vous dis une possession, ça va vous faire penser à des films d'horreur, etc. Les films, c'est quelque chose, et la réalité, c'en est une autre. Je ne me suis pas réveillée ce jour-là parce que je ne pouvais plus... comment dire, c'est comme si en fait j'entendais ce qui se passait autour de moi, j'entendais les infirmières et je ne me suis pas réveillée parce que ce n'est pas moi qui a été réveillée. J'ai crié maman, ce n'était pas ma voix et pourtant c'était moi qui le criais.
Et j'étais dans mon corps, mais je savais qu'il n'y avait plus que moi. Il y avait quelqu'un d'autre. Mais ça, j'ai réalisé qu'après, parce que sur le coup, quand ça se passe, vous essayez juste de reprendre le contrôle de votre corps. Si vous avez déjà fait des paralysies du sommeil, ça va vous parler. Sauf que là, vu que j'étais sous effet de l'anesthésie, j'avais vraiment du mal à récupérer mon corps. Et je ne pouvais même pas ouvrir les yeux, ni parler. Donc, parler moi. Quand j'ai crié maman, ce que l'autre âme m'a fait crier maman, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que ce n'était pas moi qui avais crié, et pour autant je n'avais plus le contrôle de mon corps à ce moment-là. J'entendais les infirmières qui parlaient, qui disaient que j'avais le sommeil agité pour une femme de 23 ans. En même temps, je les comprends, on a saisi 7 minutes, c'est pas censé faire des réactions comme ça. Et je pense que j'essayais de récupérer mon corps en m'agrippant au drap, en essayant d'attraper ce qui était palpable autour de moi. Et il y a un infirmier qui est venu. Il me disait d'ouvrir les yeux, je ne pouvais pas, mais je ne pouvais pas parler. Et il m'a, avec sa lampe là, mais oui, j'étais là. Mais j'étais pas là. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer autrement. J'ai senti qu'on me ramenait là dans mon brancard à ma petite chambre. J'ai pu ouvrir les yeux, j'ai vu l'horloge et j'ai vu que 1 heure s'était passée, et je me souviens, je crois pas avoir réalisé sur le moment, mais comment c'est possible que 1 heure est passée alors que c'est une anesthésie de 7 minutes. On m'a dit qu'en tout ça durerait 20 et qu'au bout de 20 minutes je serais réveillée et ce serait fini. Je sais pas, je pense qu'il devait penser que je dormais beaucoup alors que c'était pas ça qui se passait. J'ai pu reprendre mes esprits, mais ça a été très lent parce qu'il y avait l'anesthésie, il y avait le fait que je me dise mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les 2 semaines qui ont suivi l'anesthésie, j'ai eu de la fièvre pratiquement tous les jours. Mais encore une fois, on était en juin et il faisait déjà 30-35 degrés à Perpignan. J'ai eu de la fièvre tous les jours et c'est comme si je me sentais moi, mais pas moi. Je sentais, en fait, j'ai eu plusieurs événements dans ma vie où je savais que les entités étaient là, mais je ne voulais pas me concentrer dessus parce que j'avais peur. Je les sentais quand j'étais enfant, mais je ne voulais pas me concentrer dessus parce que j'avais peur, ça me faisait peur. J'avais pas grandi dans ce discours-là non plus, personne ne me l'avait expliqué. À chaque fois que je posais des questions, enfant, on me répondait qu'on mourait et c'est tout. Mais je savais qu'il y avait des entités, il y avait des fantômes autour de moi. J'avais des symptômes quand j'entrais dans des pièces enfant, j'avais super mal à la tête, j'avais super chaud, j'avais des frissons, j'avais le sentiment d'être observée. Et là, en fait, cet événement m'a mis face à la réalité, à ma nouvelle réalité. Et il ne fallait plus que je l'ignore. Et c'est ça qui a changé ma vie. Les 2 semaines qui ont suivi, j'étais moi, mais j'étais pas moi. J'avais de la fièvre, j'allais me faire une sieste et je me réveillais. J'avais l'impression que c'était 7h du matin. Mais non, en fait, c'était 16h. Mais où suis-je ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je faisais des rêves super lucides et je vais pas là rentrer dans les détails de mes rêves. J'en parlerai le jour où je ferai une conférence sur l'astral. Mais j'ai eu des signes, parce que je m'en souviens, que là il y avait vraiment un truc, il fallait pas que je laisse de côté. 2 semaines après, pile 2 semaines après cette gastroscopie, rebelote, la nuit je crie maman et pareil, je ne me sens pas moi, il y a encore cette voix qui sort de moi. Bien sûr ma mère vient me voir, apeurée, et elle m'a même dit quelques jours plus tard, tu sais Marion, c'était pas ta voix en fait, t'avais une voix bizarre. Et je me rappelle qu'en pleine nuit, quand j'ai pu retrouver mes esprits, et j'ai senti également une chaleur derrière la tête partir, comme si
l'entité partait de moi et ça me tirait comme les cheveux et je sentais cette lourdeur partir. J'ai tout pris en note dans mon téléphone parce que je me suis dit, si je me réveille sur le matin, je vais me dire que c'était un cauchemar et que c'est pas vraiment arrivé. Et donc j'ai pris toutes ces notes et le matin, j'ai pu les lire et constater que ce qui s'était passé, c'était vraiment passé. À partir de ce moment-là, j'étais face à la réalité que je devais vivre. C'est-à-dire que le monde invisible, qui n'est pas du tout invisible, ok, il est avec nous, il est tout le temps avec nous, donc il fait partie de notre monde, c'est juste qu'il n'est pas palpable avec nos 5 sens, si on peut dire comme ça. Quoique, avec les capacités, on peut maîtriser cette réalité-là qui vit avec nous. Et sans attendre, là, on m'en avait parlé quand j'étais malade de consulter des énergéticiens, que ça allait me faire du bien. Mais honnêtement, un énergéticien, je comprenais même pas à quoi ça servait. Et là, en fait, c'était le signe que non, là, il fallait vraiment que je consulte. Et donc, la femme que j'ai consultée à distance était également médium et passeuse d'âme. Et merci à elle, d'ailleurs, je suis encore en contact avec elle. Parce que c'est elle qui... En fait, c'est avec elle que j'ai eu le premier dialogue sur le monde invisible et sur les entités et sur mon rôle aussi à moi par rapport à ces entités-là. Et si vous vivez des paralysies du sommeil, qui ne sont pas des paralysies en fait, parlez-en à des gens qui sont ouverts à ça et qui peuvent vraiment vous aider. Et que je me rappelle quand j'en avais parlé à ma soeur, elle m'a dit, mais tu te rends compte, il y a des gens, ils vivent ça tous les soirs. Non mais en fait, je vis ça tous les soirs, je me pose des questions quoi. Ok. À partir de juin 2021, j'ai eu ma première consultation, ma première séance avec une énergéticienne qui m'a fait un soin, qui a pu faire aller à la lumière les entités qui étaient autour de moi, qui étaient accrochées à moi et dont, je vais pas rentrer dans les détails, mais dont l'entité qui était rentrée en moi. J'étais dans une position où c'était ma nouvelle réalité, je ne pouvais pas y échapper. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu mes mains qui ont recommencé à chauffer. Quand je dis recommencer, c'est parce que je me suis souvenue que enfant, j'avais les mains qui chauffaient. Tout comme enfant, je sentais que j'avais des ailes et qu'on me disait que j'avais énormément d'imagination. Alors certes, je dis pas que j'avais pas d'imagination, ça c'est sûr, j'en avais, mais je pense aussi que en tant qu'enfant, j'étais aussi très connectée au divin et à toutes les dimensions qui nous entourent. Puisque enfant, j'ai retrouvé des vidéos, je parlais une langue imaginaire qui n'était pas si imaginaire que ça. Mes mains commençaient tellement à chauffer que je me souviens d'un soir, donc encore une fois j'étais fiancée à ce moment-là, et j'avais besoin de réponses concrètes en fait par rapport à cette relation. Et vous pouvez retrouver dans mon feed, c'est la photo où je suis devant la tour Eiffel de Las Vegas, je suis dans la piscine et la caption c'est 111, donc 111. Donc déjà à partir de ce moment-là, je commençais aussi à m'intéresser à la numérologie. Et je me souviens qu'après avoir posté cette photo et cette description, j'avais tellement les mains qui me chauffaient que j'ai écouté mon intuition et je les ai posées sur mon troisième œil. Je crois que j'étais comme ça. Et sans forcément poser d'intention particulière, mais je pense que je vibrais le fait que je voulais des réponses sur cette relation. Et juste ça me faisait du bien et je sentais mes mains chauffer et je me suis endormie. Le lendemain, j'ai reçu un SMS comme quoi la relation était terminée. Hey, it's my new reality. C'est instantané en fait. C'était instantané et j'ai vécu une période suite à ces prises de conscience où je manifestais en instantané. Je rencontrais des nouvelles personnes alors que je cherchais pas à rencontrer de nouvelles personnes à ce moment-là, mais j'ai eu un nouveau cercle d'amis
Et il y a des relations qui sont rentrées, il y a des relations qui sont sorties. C'est comme si l'univers faisait son ménage par rapport à ce que je vibrais et à ce que je devais vivre aussi. J'ai eu des messages, j'ai commencé à avoir des messages comme quoi, donc du psychique, comme quoi telle personne, c'était une relation dans une vie antérieure et du coup j'ai commencé à suivre des personnes qui étaient médiums et qui en parlaient et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi d'en parler sur Instagram de manière aussi récurrente de ce que je vis, c'est parce que je sais que ça en aide quelques-uns. Et même si c'est qu'une poignée, ça vous aide. Et moi, j'ai été aidée, j'ai eu le contact avec cette médium et elle m'a ouvert les yeux sur énormément de choses que je vivais. Mais pour moi, je m'étais dit, c'est pas possible parce que j'ai pas grandi dans cet environnement-là, j'ai pas été éduquée sur les entités, j'ai pas de médium dans la famille. Et c'est un truc de dingue parce que plus je suivais mon intuition, plus j'étais dans le flow de la vie, de la créativité. Donc je m'étais recentrée sur moi par rapport à ma santé, je commençais à aller mieux. J'avais plus d'asthme à Perpignan, je pouvais reprendre le sport après 7 mois d'arrêt. Je revivais, mais je revivais différemment. C'est comme si... Je sais pas, j'étais juste nouvelle et nue, enfin j'étais nue, pas j'avais des habits mais je me sentais nue et on me voyait vraiment pour qui j'étais et c'est ça qui est important et j'en parlais, du coup je commençais à en parler, j'en parlais à mes copines de ce que je vivais et c'était incroyable en fait parce que en fait tu te rends compte que j'étais pas toute seule à vivre ça, il y a plein d'autres gens dans mon entourage qui vivaient ça et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable cette période. Ça m'a aussi permis de refaire un voyage toute seule. Et jamais j'aurais cru pouvoir faire un voyage si vite toute seule. Moi, faire des solo trips, c'est ce qui m'appelle complet. Je me sens vibrer, je me sens libre, je découvre des parts de moi qui sont cachées, que j'apprends à aimer, à choyer. Et donc en septembre 2021, j'ai fait un voyage solo en Corse sur 2 semaines et je me rappelle le sentiment d'être libre et d'être guérie et jamais j'aurais cru que c'était possible. Au retour du voyage, je vais vivre également un événement qui a été majeur de cette année 2021. C'est le décès de mon grand-père, de mon seul et unique grand-père. Et être dans ce lâcher-prise et être dans cette conscience du monde invisible qui nous entoure m'aide énormément puisque avec ma sœur on arrive à être en contact avec lui. C'est à ce moment-là aussi que je débute avec le pendule. Je crois que j'avais reçu mon pendule 1 semaine avant son décès et j'aurais jamais pu vivre son décès de la manière dont je l'ai vécu si je n'avais pas vécu toutes ces étapes de réveil par rapport à son invisible, si j'avais pas été en contact avec d'autres entités de l'autre côté, si j'avais pas pu lire tous les livres que j'avais lus durant cette période où je ne pouvais pas me mouvoir comme je voulais et faire les activités que je voulais parce que mon corps n'était pas encore prêt et c'est vraiment une période d'introspection, une période où j'ai également appris énormément de choses sur des sujets qu'on ne m'avait jamais parlé. Et de le vivre avec un être proche, ça a été dur et enrichissant à la fois. Parce que quand c'est une entité que vous connaissez pas et qui vous n'avez pas d'accroche, c'est une chose. Mais quand c'est avec une personne qui vous est chère, que vous aimez du plus profond de votre cœur, c'est aussi difficile. Puisque elle n'est plus là physiquement, mais elle est là. Vous la sentez, vous êtes en contact avec, mais elle n'est plus là physiquement. Et jamais j'aurais pu vivre cette période, et je pense que ça a aidé énormément ma sœur aussi, que je sois là comme pilier par rapport à cette traversée. Et à ce moment-là, elle a pu aussi se rendre compte que tout ce que je lui racontais de tout ce que j'avais vécu,
c'était pas du bullshit en fait. Et elle a eu également des expériences avec mon grand-père qui était passé de l'autre côté et qui ont pu la rassurer d'un côté qu'il était là, mais il n'était pas physiquement là. S'ensuit des mois où, en parallèle de plusieurs activités que j'ai, mes mains chauffent et chauffent tout le temps, je manifeste des choses presque instantanément, je rencontre de plus en plus de personnes qui sont ouvertes à dialoguer, et de plus en plus de personnes qui sont ouvertes à m'entendre. Et je ne cache plus qui je suis. Et ça fait vraiment du bien, parce que même si vous avez une personne en face qui ne vit pas ce monde invisible là, il est à même de vous écouter sans jugement. Et ça, c'est super important. Je me suis dit, j'ai tellement d'énergie qui sort de mes mains, et je commençais à vraiment me faire attaquer, on va dire, par le bas astral, parce que j'augmentais ma vibration. Et je ne savais pas en fait que derrière toute cette haute vibration, il y avait aussi la dualité. Il y avait tout ce bas astral et forcément, on est venu un petit peu me titiller. Et j'ai entendu parler du Reiki, je crois, sur les réseaux pendant l'été 2021, mais c'était une énergéticienne américaine. Elle en parlait dans un de ses podcasts et j'ai commencé à me renseigner. Et ça m'a parlé en fait, et dès que j'ai lu l'article qui expliquait ce qu'était le Reiki, j'ai eu énormément de frissons et ça vibrait tellement juste que je sois formée et que j'aide les autres. Et j'étais vraiment dans ce truc de je dois à la vie quelque chose. Et je suis en vie aujourd'hui parce que c'est comme si j'avais un service à rendre pour être toujours en vie. Ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'en décembre 2020, avant que j'aille à l'hôpital pour la première fois, je pensais que c'était mon imagination qui me disait de rentrer en France. C'était pas mon imagination en fait, c'était ma voix intérieure, c'était mes guides qui me disaient rentre en France en fait, tu dois être en France à ce moment-là et tu dois rentrer. Et moi j'avais dit non, n'importe quoi, j'ai trop de travail, je vis le rêve d'être dans le monde diplomatique, le boulot que je veux faire depuis tant d'années, je l'ai là. J'ai que 23 ans et en fait j'ai totalement ghosté cette intuition qui me parlait déjà. Et où je me disais mais c'est impossible que je parte là, je suis sous contrat, j'ai tout acheté, tous mes meubles, je suis encore là pour 1 an et en fait en 1 semaine j'avais tout vendu. J'avais tout vendu pour partir de Houston. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision de rentrer en France, tout s'est aligné. Il y a tout qui s'est aligné à ce moment-là et c'est dingue en fait. Et je me suis dit, punaise, c'est vraiment le truc qu'il faut que je fasse quoi. Parce que il y a des périodes où on est tellement dans la galère, on a vraiment l'impression de ramer à contre-courant. Et il y a des périodes où on se dit, punaise, mais c'est trop facile. C'est trop facile, j'ai envie que ce soit tout le long comme ça. Donc en avril 2022, je me fais former à mon premier degré de Reiki. Honnêtement, du coup, il s'est passé presque 1 an entre le moment où j'ai appris ce qu'était Reiki et le fait que je sois formée Reiki. Pourquoi tant de temps? Parce que j'avais également une peur du jugement des autres qui était assez présente. J'avais peur qu'on me juge, notamment mes proches, par rapport à ces choix-là. C'est comme si je sentais que je leur devais quelque chose dans le sens où j'avais coupé ma carrière, enfin j'avais mis en... je savais pas trop, j'avais arrêté à cause de problèmes de santé. Ça de toute façon, tout le monde était d'accord pour que je rentre, bien sûr je n'allais pas mourir d'asthme sévère à longueur de journée là-bas et être un légume. Mais il y avait cette part de moi qui me disait, ils m'ont tellement aidée dans mes études que... Je sais pas en fait qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je me forme à ça. On n'a jamais parlé de ça. Mais que nenni, j'ai vraiment senti le move de le faire suite à un événement en février 2022. Et je me suis dit non mais alors en fait là faut que je le fasse. Et en fait c'est exactement ça je pense dans votre vie aussi. Il y a des moments où on se dit ah mon intuition elle me dit ça. Ah non mais je vais pas l'écouter parce que c'est pas le bon moment. En fait, si c'est le bon moment, c'est juste nous, le mentalisme. Il s'invente des excuses en fait. Et il faut qu'on arrive à une situation qui arrive comme une goutte sur... Comment on dit? C'est quoi l'expression en français? C'est une goutte qui fait déborder le vase. Et là, on se dit ah mais non, mais en fait, il faut que j'enclenche le mode action parce que là, j'en peux plus de vivre comme ça. J'ai passé mes degrés. J'ai passé le degré 1
en avril 2022. J'ai énormément pratiqué sur moi, sur mes proches. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec ma sœur, elle va s'afficher ici, où sa vie a complètement changé grâce au Reiki. Et j'ai passé mon 2e degré en novembre 2022 qui me permet de faire des séances à distance également. Et en juin 2024, je vais passer mon 3e degré et devenir maître Reiki. C'est en acceptant de me faire aider, parce que la vie m'avait mis plein d'opportunités pour me faire aider par des énergéticiens. Quand j'y pense, j'ai rencontré des personnes, même quand j'avais 18-19 ans, qui faisaient déjà du magnétisme. Mais en fait, c'était plein de signes avant-coureurs, comme quoi c'était là, c'était dans mes mains et je l'avais bloqué et j'étais trop dans le truc, faut que je fasse parce que c'est la société qui me dit de faire comme ça et voilà, et je suis dans le mood, etc. Et je fais partie de ces personnes qui, pendant le coco, alors moi c'est pas le coco qui m'a réveillée, j'étais assez éveillée sur beaucoup de choses, mais avant le coco, notamment sur les lobbies pharmaceutiques, etc., ça j'étais déjà au courant, j'avais déjà un certain degré d'éveil. Maintenant, d'avoir clairvoyance, clairaudience et tout, forcément, mon éveil est passé à un stade supérieur. On peut dire ça comme ça, et il y a des choses que je vois et je me dis waouh, enfin c'est fou, je n'avais jamais vu ça avant, c'est dingue. Et donc ma vie a complètement changé. Et si j'avais pas vécu tout ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et vous pouvez jouer à ce même jeu pour votre vie, à vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé à tel moment de ma vie, qu'est-ce que ça m'a appris. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est de ne pas être dans le jugement. En fait, le fait d'être malade et d'être un légume, ça m'a permis de ne pas être dans le mental et à me dire c'est pas bien ce que je fais ou quoi, parce que j'étais tellement focus sur moi, sur ma santé, qu'en fait tout ce qui se passait autour, comme je disais, ça avait pas d'importance. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo en entier. Je sais qu'elle a été un petit peu longue, décidément, mais c'était important que je rentre dans certains détails, même si je suis pas rentrée dans tous les détails, parce qu'honnêtement, il y a eu plein d'événements. Je suis rentrée dans les événements majeurs qui me permettent aujourd'hui de vous faire ce témoignage à cœur ouvert et de vous aider à mieux comprendre comment je suis passée de diplomate à praticienne Reiki. Je ne dis pas que je ne vais jamais réutiliser mon diplôme. J'ai adoré mes études, maintenant c'est un ordre mondial qui est dépassé parce que j'ai passé mon master, j'ai fini en 2019. On commençait déjà à parler du nouvel ordre mondial, mais pas à ce stade où on en est aujourd'hui. Et après c'est toujours un bonheur de travailler à l'international et surtout d'œuvrer pour le bien des autres, parce que dans le domaine culturel, c'est ça qui m'animait aussi, c'est qu'on faisait plein d'événements super et c'était un milieu que j'adore et que j'adorais, ça fait toujours partie de moi, c'est juste que je laisse la vie m'amener où elle veut et on verra bien. Merci beaucoup, vous pouvez retrouver toutes les informations pour les séances que je fais sur mon site marionvibration avec un s.com. J'ai également Instagram qui s'affiche ici et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous fais de gros bisous.